la Russie, pour le dire clairement, pour poser clairement cette question, a-t-elle dans ses cartons un plan d'extension du conflit à d'autres pays que l'Ukraine? Pour la première fois, donc, un des plus hauts dirigeants, en l'occurrence Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, euh, le laisse entendre. Le laisse entendre, la prochaine Ukraine pourrait être la Moldavie, dit-il. Alors, dans quel contexte a-t-il dit cela? Qu'est-ce que ça signifie précisément? D'abord, posons les faits. Que s'est-il dit? Que s'est-il passé? Voici les indispensables avec Fanny Veil. Bonsoir Fanny. Bonsoir David, bonsoir à tous. Donc, la Moldavie est-elle dans le viseur de Moscou? Eh bien, c'est effectivement en tout cas ce qu'affirme le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Il donnait une interview à la télévision russe face au journaliste Dmitri Kiselev, qui est un présentateur très connu en Russie, par ailleurs proche de Vladimir Poutine. Dmitri Kiselev demande à Sergueï Lavrov quel pays pourrait être la prochaine Ukraine, sous-entendu un pays de conflit entre l'Occident et la Russie. Et écoutez sa réponse. Какая из стран может тоже пойти по этому пути? Киргизия, Казахстан, вокруг России. Сейчас на эту роль приглядывают Молдову, прежде всего потому, что смогли поставить достаточно специфическими методами, далеко не свободно демократическими, во главе страны президента, которая просто сама рвется в НАТО. Она имеет румынское гражданство, она готова объединяться с Румынией и вообще готова практически на все. La Moldavie, 2 600 000 habitants, 34 000 km², à peine plus grande que la Bourgogne. Elle se trouve ici, coincée entre d'un côté la Roumanie, membre de l'OTAN, et de l'autre l'Ukraine. Bon, mais pourquoi la Russie songerait-elle à envahir la Moldavie? Eh bien, Sergueï Lavrov ne le dit pas explicitement, mais il décrit exactement le même scénario que celui qui a justifié l'invasion de l'Ukraine. Et principalement le fait que cette ancienne république soviétique a manifesté son souhait d'adhérer à l'OTAN. Exactement comme Kiev le fait depuis quelques années. Comme en Ukraine, il y a une tête de Turc. À Kiev, c'est Volodymyr Zelensky. À Chisinau, c'est la présidente moldave dont parle justement Sergueï Lavrov. Maya Sandu, 50 ans. Elle a été élue présidente en 2020 face à un candidat soutenu par le Kremlin, Igor Dodon. Comme Volodymyr Zelensky, elle est très critique envers les oligarques pro-russes. Comme lui aussi, elle veut entrer dans l'Union européenne. Bref, voilà une ancienne partie de l'URSS qui veut échapper à l'influence de Moscou pour s'ancrer à l'ouest. Et pour Sergueï Lavrov, il ne fait aucun doute que, comme en Ukraine, ce sont les États-Unis et l'Occident qui tirent les ficelles pour diminuer cette influence de Moscou. Et puis, on peut aller un peu plus loin et trouver qu'il y a un autre point commun avec l'Ukraine, c'est que des troupes russes sont déjà présentes en Moldavie. Oui, les histoires des deux pays sont incroyablement semblables. Lorsque la Moldavie a proclamé son indépendance, une partie de son territoire, largement peuplée de russophones, s'est inquiétée, un peu comme au Donbass pour l'Ukraine. Puis elle s'est autoproclamée indépendante et les séparatistes armés étaient directement soutenus par Moscou. Moscou, qui vous l'avez dit, a d'ailleurs toujours 1500 soldats sur place et qui contrôle de fait cette partie du territoire, cette bande que nous avons représentée en blanc, qui représente environ 12% du pays. Est-ce qu'il est vraiment imaginable aujourd'hui que la guerre s'étende à la Moldavie? Eh bien, en tout cas, ce scénario, les Moldaves le craignent depuis le début de l'invasion de l'Ukraine. Voici ce que déclare la ministre de l'Intérieur moldave, Anna Revenko, dans les colonnes du journal du dimanche. Moscou nous menace en utilisant toutes les armes à sa disposition. Le chantage énergétique, la déstabilisation politique, des cyberattaques contre nos ministères et nos institutions, des alertes à la bombe imaginaire contre des hôpitaux ou des aéroports. Dernier point, David, dans l'esprit des nationalistes russes, l'idée d'un élargissement du conflit à d'autres pays ne se limite pas à la Moldavie. Écoutez par exemple ce débat à la télévision publique russe, c'était ces dernières heures. Украина не нужна как плацдарм для наступления туда, на запад. Нам Украина нужна как буфер от их наступления, от разные стратегические установки.
отсюда, что С вами многие не согласятся. возможно, Некоторые считают, что как раз буфер нам не нужен, а нам нужна вот прям линия соприкосновения. я считаю, что выход на границу с Польшей, некоторые считают, вот надо идти дальше на страны НАТО и так далее. Я не буду сейчас обосновывать, я думаю, что у нас нет для этого ни возможности даже потом с этими странами что-то там делать вообще, с этими территориями. La question est posée. Visiblement, la question est posée dans le débat public russe. Merci Fanny. Comment est-ce que vous interprétez, Jean-Dominique, ces déclarations de Sergueï Lavrov sur la Moldavie? Écoutez, moi ce que je dirais, c'est que ce qui me frappe, c'est que au fil des mois, on passe dans le discours russe, de plus en plus, ils ont commencé par dire on va dénazifier l'Ukraine. Bon. Maintenant, de plus en plus, en fait, on est en guerre contre l'OTAN. Donc effectivement, la Moldavie, avec cette curiosité géopolitique qu'est cette petite région séparatiste de Transnistrie, est un maillon faible, non pas de l'OTAN, mais de cette région géopolitiquement, comme le sont d'ailleurs les Balkans occidentaux, parce que c'est des pays qui n'ont pas été encore incorporés, soit dans l'Union européenne, soit dans l'OTAN. Donc ce sont des régions, d'un point de vue géopolitique, qui sont délicates. Mais ce qui me frappe, c'est ça, c'est ce discours, quand on entend les gens dire oui, est-ce qu'il nous faut un front avec la Pologne? Est-ce qu'on a besoin de déstabiliser l'Occident? Ils sont, de fait, dans leur discours, les Russes sont de plus en plus en guerre contre l'OTAN, c'est-à-dire, disons les choses clairement, En guerre défensive d'ailleurs, c'est comme ça qu'ils présentent. L'OTAN nous attaque. Ils nous définissent parce que l'OTAN, c'est nous. L'OTAN, nous sommes membres de l'OTAN, la France, membre fondateur de l'OTAN, 1949. Nous sommes partie intégrante de cette alliance militaire et politique. Et donc, ils disent, c'est notre ennemi. Et il y a une vieille leçon de l'histoire diplomatique qui dit, c'est pas moi qui décide quels sont mes ennemis, c'est mes ennemis qui décident si je suis leur ennemi. Et les Russes sont en train de nous désigner comme leur ennemi. Alors là, ça se porte sur la Moldavie. Oui, c'est très provocateur ce que dit Lavrov. Mais bon, c'est une provocation de plus dans un discours conflictuel. Il n'y a aujourd'hui, malheureusement, aucun signe d'ouverture, de détente, de compromis possible avec le régime russe. C'est la réalité. Plus les jours passent, plus on sent que ce régime se considère comme étant en guerre contre l'OTAN, c'est-à-dire, encore une fois, nous. Général Gomard, donc deux questions. Est-ce que vous imaginez qu'il y a un plan, peut-être pas pour tout de suite, peut-être pas dans l'immédiat, peut-être pas, mais peut-être ultérieur, peut-être une possibilité d'étendre cette guerre à la Moldavie? Et est-ce que la Russie en aurait les moyens? Parce qu'on la voit déjà tellement à la peine sur son front, même si depuis quelques semaines ça semble se stabiliser. C'est ce que j'allais vous dire. C'est-à-dire que l'armée russe, pour l'instant, piétine un peu, même si elle avance quelque peu à certains endroits. Mais la Moldavie, c'est au-delà d'Odessa. Au départ, l'un de leurs objectifs, à mon avis, était la ville d'Odessa qu'ils étaient incapables d'atteindre. Donc, de mon point de vue, militairement, ils n'iront pas. Alors, qu'ils cherchent à bombarder via des missiles longue portée une partie de la Moldavie, ça reste envisageable. Et militairement parlant, conquérir le terrain, même s'il y a 1500 soldats russes, c'est pas que 1500 soldats russes qui font tomber la Moldavie et qui considèrent la Moldavie comme partie intégrante de la Russie. Après, je crois qu'il y a l'armée moldave, c'est 6 000 hommes, si je ne m'abuse, 6 ou 7 000 hommes. Oui. Bon. Mais en cas d'invasion, immédiatement, l'armée roumaine ou d'autres armées, voire l'armée ukrainienne. L'armée roumaine? Ils sont voisins, oui, bien sûr, ils viendraient. Mais c'est une armée de l'OTAN. C'est une armée de l'OTAN. Oui, bien sûr. Les troupes au sol de l'OTAN, là, ça nous mettrait en guerre. Oui, mais là, ils rentreraient. J'imagine pas que les Roumains assisteraient sans réagir à une déstabilisation profonde de la Moldavie. Il faut bien comprendre que si Moldaves et Roumains parlent la même langue, par exemple, à deux détails près grammaticalement. C'est notre Wallonie, si vous voulez. C'est la même langue. Imaginez qu'une armée pénètre en Belgique, envahisse la Wallonie. Nous, les Français, on se sentirait évidemment immédiatement
concernés. Parce qu'en plus, on est après, je veux dire, les Roumains se sentiraient directement attaqués. Donc je suis assez d'accord avec Jean-Dominique. Là, ils iraient au clash avec l'OTAN. Mais ce qui est intéressant, moi, je trouve, dans le discours de Lavrov, c'est que le narratif russe s'effondre une nouvelle fois. Parce qu'il y a une 5e colonne qui est en œuvre en France et dans tous les pays occidentaux, parce qu'il y a toute une partie de notre population, il faut le dire, des hommes politiques, qui défendent le narratif russe en disant, voilà, l'Ukraine, c'est un cas à part et ça ne s'étendra pas ailleurs. Voilà, parce que l'Ukraine est une partie intégrante de la Russie, c'est de là qu'est née la Russie, c'était le royaume de Kiev, etc. Bon, le narratif. Et là, il nous dit, on va attaquer la Moldavie, et puis peut-être encore d'autres pays, la Géorgie, peut-être le Kazakhstan. Donc ça veut dire qu'en réalité, c'est ce que pensent tous les pays d'Europe de l'Est, des pays comme la Pologne, des pays comme la Roumanie et la Bulgarie, c'est qu'en réalité, il est effectivement, bel et bien, il a comme ambition de reconstituer l'Empire soviétique. Donc ce narratif... Attendez, russe, Jean, vous n'avez aucun doute sur la déclaration de Lavrov, c'est-à-dire la manière dont la question est posée, on pourrait aussi entendre quelle est la prochaine Ukraine, au sens où quel est le prochain pays où l'Occident va chercher à nous faire des misères, à implanter un président comme un marionnettiste. Évidemment, tout ça, c'est le discours. Ce serait le discours russe. Regardez l'effet que ça a. Et pas forcément qu'on va y envahir nous. Mais ils sont extraordinaires, les Russes, parce qu'ils n'apprennent pas. Enfin, ce gouvernement, pardon, pas les Russes en général. Oui. Donc, ce gouvernement, en tous les cas, est extraordinaire, parce qu'il n'apprend pas de ses erreurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, grâce à leur attaque en Ukraine, l'Ukraine va adhérer à l'Union européenne, et pas dans des dizaines d'années, comme l'avait dit Emmanuel Macron à un moment, mais dans moins de 10 ans, l'Ukraine sera membre, voire même dans 5 ans, l'Ukraine sera membre de l'Union européenne et de l'OTAN. La Moldavie, elle a été reconnue comme candidate. C'est un pays qui est tellement corrompu que c'est compliqué. Mais ils vont faire des réformes très rapidement. Et ils seront dans l'Union européenne et dans l'OTAN dans très peu de temps. La Géorgie, moi je suis totalement opposé à l'adhésion de la Géorgie. Parce que si vous faites adhérer la Géorgie, vous faites aussi adhérer à terme l'Arménie, voire l'Azerbaïdjan. Je veux dire que l'Union européenne va s'étendre jusqu'au Japon au rythme où on est parti. Parce que la Géorgie, c'est quand même très très loin. Mais à terme, on va être obligé de le faire. Et là, le cauchemar russe d'une idée d'une Russie qui est cernée par les pays de l'OTAN et de l'Union européenne est en train de se réaliser. Et c'est incroyable. Et Lavrov, une nouvelle fois, qui montre aussi, quand même, il y a un problème d'intelligence de ces gens-là, parce qu'ils ne savent même plus faire de la diplomatie. Lavrov aurait dû se taire en disant non. Le seul but pour nous, c'est l'Ukraine. La Moldavie ne fait pas partie de nos objectifs stratégiques. Vera, ça fait partie de l'imaginaire russe aussi que d'aller chercher non pas à conquérir, mais à mettre sous sa coupe ces pays-là. Bon, pas l'imagination russe, mais l'imagination de Poutine, ça c'est sûr. Je suis d'accord que ce régime, au fond, il est très revanchiste. Il faut se rappeler bien que pour Poutine, l'effondrement de l'Union soviétique, c'était la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle. Et bien sûr que dans ses rêves, il voudrait rentrer dans l'histoire. Il y a par ailleurs le témoignage qui confirme qu'il, depuis déjà 5 ans ou 6 ans, il pensait toujours pour rentrer dans l'histoire, en fait. C'est ça son idée. Et bien sûr, comment il peut rentrer dans l'histoire? Bon, il n'a pas pu développer la Russie, construire les routes, aider la population pour vivre un peu mieux, mais restituer cette grandeur qui est dans son esprit, bien sûr, c'est la grandeur soviétique. Ça, c'est quelque chose qui rend bien dans ses plans, dans sa vision du monde, comment il voit son rôle dans l'histoire. Et même si pour vous, ce que dit Lavrov, ça paraît un peu marrant et ça paraît plutôt un jeu de muscles, effectivement, pour l'instant, à mon avis, c'est le cas. Il fait le jeu de muscles par rapport aux populations occidentales, mais aussi pour montrer aux Russes voilà, nous sommes forts, nous ne lâchons pas, pardon. Donc nous continuons à être un empire en puissance, etc. Mais derrière, à mon avis, ça montre aussi l'état d'esprit au Kremlin, que quand même, il croit que c'est possible. Peut-être pas maintenant, vous savez, parce que Poutine, il est assez opportuniste. Il n'a pas de stratégie de long terme, jamais. Il cherche les opportunités. Et dans son plan, en fait, il y a la possibilité qu'en quelques moments, par exemple, l'Occident va être fatigué, il va plus aider l'Ukraine. Et qui sait, peut-être il va lâcher. Il ne sait pas. Bien sûr, il ne peut pas. Et encore une fois, il ne calcule pas. Mais sa vision du monde lui montre que l'Occident d'aujourd'hui n'est plus l'Occident de Gaulle, de Churchill, donc de leader fort. C'est un Occident faible qui a oublié ses racines. Il disait ça précisément. Il y avait les citations quand il parle comme ça de l'Occident. Donc, dans l'esprit des dirigeants russes, ceux qui sont au pouvoir, ce ne sont pas forcément ceux qui sont des personnes publiques. Ce n'est pas Lavrov qui prend des décisions au Kremlin. C'est plutôt, par exemple, le
l'oligarque, l'ami proche de Poutine, Yuri Kovalchuk. On sait déjà, il y a les preuves que c'était avec lui que Poutine a discuté l'invasion. Qui ça Yuri Kovalchuk. C'est un des amis, vous savez, les oligarques de la Russie contemporaine, un des amis de Poutine, que Poutine a enrichi pour être ce qu'on appelle en poche de Poutine, pour garder ses richesses en cachette. Un successeur possible? Non, ces personnes-là, ils préfèrent d'être un peu derrière les coulisses, donc ils ne jouent pas des rôles politiques, mais c'est quelqu'un qui est influent, qui est vraiment exerce une certaine influence sur Poutine et sur la politique russe. Donc, dans leur esprit, c'est possible, parce qu'ils sont assez déconnectés de la réalité, ils ne savent pas comment les choses sont sur le terrain, et dans leur imagination, il y aura peut-être un moment dans l'histoire, par exemple dans les mois qui viennent, quand la guerre, ça va être la guerre d'usure, peut-être dans leur esprit, il y aura la possibilité. Donc, ce n'est pas tout à fait complètement les fantaisies. C'est quelque chose qui peut être dans leurs esprits.